Voilà. La fois passée, le dimanche, on s'était arrêté ici au quatrième chapitre où on devait parler de l'approche de Cisco. Le quatrième chapitre et le cinquième chapitre vont nous prendre pas au-delà des 30 minutes. Donc nous sommes là à 21h36 ou 21h40. Avant 21h40, on va déjà finir. Alors, je clôture le chapitre 4 en parlant de ces points ici, parce que ce point ici, j'avais dit que je vous avais promis que je vais revenir pour bien expliquer, parce qu'il faisait déjà tard, on avait débordé 5 minutes déjà par rapport à notre timing. Alors, parlons de l'approche de Cisco, l'approche que Cisco propose par rapport aux entreprises pour la cybersécurité. Qu'est-ce que nous remarquons ici dans cette approche ici? Il y a toute une équipe qui est construite. L'équipe en question est abrégée par les CSIRT. Chaque entreprise peut avoir cette équipe-là uniquement pour dédier donc une équipe pour la cybersécurité. On dit que cette équipe est responsable de réponse à cas d'incident en matière de la sécurité informatique. Donc, cela veut dire qu'il y a déjà une équipe qui est là, comme une équipe de secours, pas de secours, mais une équipe de bon, baptisons comme une équipe de secours. Mais les secours, c'est lorsqu'on a eu un problème dans le réseau et qu'il y a un problème, un incident où on a été attaqué. Alors, il y a déjà une équipe qui est là, qui va venir par rapport aux études qu'ils feront pour essayer un peu d'assister à ces problèmes-là. Alors, cette équipe sert à quoi? On dit permet de protéger l'entreprise. Donc, toute une équipe qui est là, il permet de protéger votre entreprise. Il veille sur vos communications. Cette équipe veille sur beaucoup de choses. Il ne protège pas seulement l'entreprise, votre système aussi, et de données grâce à des enquêtes complexes sur les incidents liés à la sécurité informatique. Alors, cette équipe ne fonctionne pas seule. Il est en collaboration avec d'autres équipes. D'ailleurs, dans Cisco, vous voyez toutes les icônes qu'on montre ici. Cisco, son équipe de CSIA est associée avec plusieurs institutions, plusieurs entreprises, plusieurs départements, même des ONG qui travaillent toujours avec les mêmes objectifs afin de partager des informations. Lorsque maintenant, dans telle entreprise, il y aura tel problème, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Cette équipe-là aura déjà les informations concernant les attaques et il viendra directement vous protéger. On dit fournir une évaluation proactive de menaces. On dit l'équipe fournit une évaluation proactive des menaces, une planification des mesures d'atténuation, une analyse des tendances d'incendie et un examen de votre architecture au niveau de la sécurité. Donc, ils sont là pour évaluer des évaluations, des essais, savoir à chaque fois étudier le comportement de votre réseau, savoir quels sont les types de menaces qu'on peut. Même, ça arrive à un certain moment, cette équipe et même aussi lance de menaces dans votre réseau. Mais le but, c'est de quoi? C'est de voir réellement si, par exemple, nous avons telle menace, est-ce que serons-nous en mesure de sécuriser ça, de sécuriser ça? Alors, il y a beaucoup vraiment de tests qui se font par rapport à cette équipe. Alors, le deuxième point, on parle des guides de vente sur la sécurité. On dit que c'est l'ensemble de requêtes productives exécutées sur le source de données des événements liés à la sécurité qui va vous permettre la détection des incendies. Donc, cela veut dire quoi? Avec les informations que vous avez récoltées, les informations, nous avons eu ça pendant votre communication de réseau et lorsque vous avez été attaqué. Les informations récoltées. Maintenant, quel guide, quel moyen que vous allez utiliser pour trouver les problèmes et dépanner ces problèmes-là. En ce moment-là, on parlera des guides de vente sur la sécurité. Alors, les guides de vente sur la sécurité, c'est proposé dans beaucoup d'entreprises. Alors, chez vous, dans votre entreprise, vous pouvez avoir avec votre politique d'entreprise, politique de sécurité, vous pouvez peut-être vous utiliser telle méthode, telle façon des guides de vente sur la sécurité. Alors, lorsque, par exemple, il y a des incendies, il y a incident, pardon, qu'est-ce que nous pouvons faire? On dit, que faut-il pour accomplir? Détecter les machines infectées par le malware. Vous allez d'abord détecter, c'est peut-être un premier point. Détecter d'abord les machines qui ont été infectées et puis détecter les activités suspectes dans le réseau.
Vous regardez le comportement grâce au logiciel, parce qu'il y a des logiciels qui regardent le comportement de votre machine, de votre réseau, le comportement de votre système. Alors, vous allez détecter les activités suspectes que vous remarquez dans le réseau et puis détecter les tentatives irrégulières d'authentification. Donc, des tentatives qui n'ont pas été bien planifiées. Quelqu'un qui a voulu peut-être accéder, on lui a donné un refus et il a essayé de forcer. Alors, vous allez détecter toutes ces tentatives-là et puis vous allez décrire et comprendre le trafic entrant et sortant. Par toutes les informations que vous allez détecter, vous allez maintenant comprendre maintenant les trafics entrant et puis le trafic, décrire ces trafics entrant et sortant. Fournir des informations récapitulatives. Fournir des informations récapitulatives dans les tendances, les statistiques et les décomptes qui vous a été fourni, donc qui vous a été récolté par tout ça. Vous allez fournir des informations récap. Donc, vous créez un résumé de toutes ces informations-là par rapport à toutes les données que vous avez récoltées. Offrir des statistiques et des mesures utilisables et faciles d'accès. Et faire correspondre des événements avec toutes les sources de données pertinentes. Vous commencez maintenant à comparer les informations, quelles sont les causes qui peuvent entraîner ça, en partant par rapport aux informations que vous avez des incidents et en partant de votre connaissance aussi, vous allez un peu comparer quelles sont les causes pour trouver un moyen de résoudre votre problème. Alors, nous avons des outils de prévention et de la détection des incidents. Il y a tel que toute l'équipe, les logiciels, bon, un outil qui est basé les SIEM, gestion des systèmes de gestion des informations et des événements, pardon. Ces logiciels permettent de collecter et analyser les alertes de sécurité. Donc, cela veut dire quoi? Lui, il est là juste pour savoir les alertes. Il collecte les alertes. Quand il y a un problème, chaque périphérique va alerter chez l'administrateur. Alors, cette information, ces logiciels va récolter toutes ces alertes-là. Les journaux, ce sont des rapports que les machines envoient chez l'administrateur. Donc, par exemple, les serveurs avaient fait ça, ils renvoient un rapport chez l'administrateur. Donc, les rapports de de n'importe quelle communication, que ce soit n'importe quel protocole, que ce soit au niveau hardware, quand il y a eu un problème au niveau, par exemple, de la tension, une interface qui a été désactivée, activée, il y aura un rapport qui sera envoyé. Alors, ces rapports, ce sont des rapports de journalisation des syslogs. Alors, le logiciel, il va collecter aussi ces rapports-là, ainsi que d'autres données historiques et en temps réel provenant des périphériques de sécurité sur le réseau. Toutes les données qui historiques selon le comportement, selon la, la, les fonctionnements des réseaux, ce qui s'est passé, et il récolte aussi des données en temps réel. Nous avons aussi des outils comme les DLP, qui est là pour prévenir des pertes de données. Il regarde votre réseau, il regarde le comportement de votre réseau, il remarque qu'il y a eu quelques pertes. Alors, il va vous prévenir. À partir du point A, lorsque nous sommes au point D, nous avons remarqué qu'il y a eu autant d'informations qui se sont perdues. On dit mets fin au vol et aux fuites des données sensibles à partir des réseaux. Alors, il va regarder aussi, lorsque vous avez peut-être été attaqué et qu'on veut vous voler les données, c'est grâce à ce logiciel. Le logiciel ici, il peut vous aider à éviter en sorte que vous subissez des pertes de données. On dit c'est conçu pour surveiller et protéger les données dans les trois états différents. Nous savons que la donnée a trois états. Premier état, la donnée est en état de transit. Transit, donc cela veut dire que dans le réseau, en communication, il quitte, donc la donnée se déplace. Ça, c'est le premier état. Deuxième état, la donnée est en état de création, de génération. Donc, des traitements, pardon. Voilà, c'est les traitements. Deuxième état, c'est le traitement. Donc, lorsque le processeur, il est en train de calculer la donnée pour donner une réponse, un résultat. À ce moment-là, on parle de la donnée il est en train il est dans un état de traitement. Et puis, le troisième état, c'est l'état de repos, lorsque nous stockons nos données. Alors, ces logiciels-là, ils doivent garantir la protection de vos données lorsqu'ils se déplacent dans le réseau, lorsqu'il est traité par le processeur et lorsqu'il est en repos dans un stockage de disques durs ou bien n'importe quelle bande magnétique, il est là. Ces logiciels doivent vous assurer cette protection. Alors, nous avons les Cisco Identify Service des ingénieurs et puis tout ça utilise des politiques de contrôle d'accès de données en fonction du rôle. Ça, c'est un service proposé par Cisco. C'est aussi
de logiciels, toute une base de données proposée par Cisco qui est là pour, en utilisant des contrôles d'accès, des contrôles des accès de données selon les fonctions de chaque rôle. Dans tel rôle, administrateur peut être niveau 5, il doit avoir telle mesure de données. Administrateur niveau 5, il doit avoir accès à telle donnée, à telle donnée. Tout ça, ça fait partie des outils de prévention et la détection des incidents. Nous avons aussi le parfait. Je vous avais dit, dans le parfait, on a plusieurs rôles. Nous avons aussi le rôle de IDES et puis le rôle de IPES. Les IDES, c'était quelque chose qui était avant, un système de détection d'intrusion. On dit généralement installé offline. On peut l'installer offline, donc on ne peut pas l'installer pendant online. Non, non. N'empêche pas les attaques. On précise bien, il n'empêche pas les attaques, mais il détecte et enregistre et il informe les attaques. Dans les IDES, fait comment? C'est quelque chose qui était avant même l'IPES. Vous êtes dans votre réseau, il y a une intrusion qui entre dans votre réseau. Les IDES ne sait pas. Lorsque l'intrusion va infecter un autre, en ce moment-là, maintenant, les IDES va détecter l'attaque et puis va isoler le PC dans le réseau. Il vous informe, il enregistre ce qui s'est passé et puis il vous informe, non, il y a un PC qui a été infecté et voilà, je l'ai isolé, je l'ai fait ça, j'ai fait ça. Ça, c'est les IDES. Maintenant, tandis que les IPES, il est un peu intelligent qui est par rapport à IDES. On dit capacité de bloquer ou de refuser les trafics en fonction de correspondance des règles positives ou des signatures. IPES, on voit, il ne détecte pas seulement, mais il prévient. Donc, cela veut dire quoi? Lorsque déjà il y a une intrusion qui entre dans le réseau, au lieu de laisser que l'intrusion infecte la machine, les IPES, il va déjà détecter le comportement du réseau. Il va savoir, non, 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 par rapport aux signatures que j'ai, par rapport à la configuration, par rapport aux règles que j'ai été configurées, j'ai remarqué que la signature de tel document n'a pas été approuvée. Cette chose ici n'était pas, cette chose ici, peut-être, c'est pas normal. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il peut refuser ou bien il peut bloquer l'intrusion. Alors, lorsqu'il bloque, il refuse, on remarque que déjà, la machine, le PC dans le réseau n'a pas été infecté, mais déjà, on avait bloqué, les IPS a bloqué une intrusion et puis il va vous alerter l'administrateur. Mais aujourd'hui, nous avons des systèmes IPS, IDES mélangés dans les deux côtés. Donc, nous avons le IPS et les IDES qui peuvent fonctionner ensemble. Mais on peut avoir un IDES à côté, on peut avoir un IPS à côté, comme les SourceFi de Cisco et puis les Snob. On remarque qu'ils ont des services IDES et IPS mélangés. Voilà, c'était ça le chapitre 4. C'était ça le chapitre 4. Il fallait faire ces résumés parce qu'on n'avait pas fini ces cours. Et puis, je prends une minute pour lancer le chapitre 5. Le chapitre 5 va nous parler de la cybersécurité dans le futur. On va voir quels sont les points qui seront abordés dans ce chapitre ici. Alors, objectif, c'est formation et carrière dans le domaine de la cybersécurité. On va essayer un peu de décrire les enjeux éthiques, le comportement éthique et puis juridique auxquels sont confrontés les professionnels de la cybersécurité. Parce que n'oubliez pas, un professionnel en cybersécurité et un hacker ont tous les mêmes compétences. Mais ce qui différencie les deux, c'est leur comportement éthique. Donc, les professionnels, il respecte les lois. C'est quelqu'un qui respecte vraiment les lois, mais tandis qu'un acteur des messages, des menaces, il fait des choses selon lui. Alors, on va décrire les enjeux éthiques et juridiques auxquels sont confrontés les professionnels de la cybersécurité. Alors, parlons de la formation et carrière dans le domaine de la cybersécurité. On dit quoi? Les enjeux juridiques et puis personnels. La première des choses, il faut être responsable de ses compétences. Donc, demain, vous devez être responsable. Alors, pour être responsable de ses compétences, savoir que ce que je connais, ça peut faire ça et ça ne peut pas faire ça. Parce que je vous ai dit, un hacker, et c'est comme un soldat et un rebelle, ce sont les personnes qui ont les mêmes compétences. Mais ce qui différencie, c'est le comportement de ces deux personnes-là. Alors, un soldat, il est conscient, il est responsable de ce qu'il peut faire. Alors, s'il ne sait pas améliorer, s'il ne sait pas bien organiser ses histoires, il va se comporter pareillement qu'un rebelle. Les enjeux côté juridique et puis côté
professionnel. Maintenant, là, nous ne sommes pas côté individuel, mais nous sommes maintenant côté professionnel, donc dans une entreprise, dans un endroit professionnel. Les entreprises sont dans l'obligation de respecter les lois sur la cybersécurité. Ailleurs, il y a des lois bien établies que les entreprises doivent respecter. Côté personnel, il y a certaines limites, des choses que je ne peux pas faire. La violation des vies privées, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça. Même si je peux faire ça, mais je ne dois pas le faire. Pourquoi? Parce que je suis soumis à ces lois-là. Là, c'est côté personnel. Il y a aussi des lois basées sur les entreprises qui doivent toujours respecter les lois sur la cybersécurité. Alors, si votre entreprise, ou bien vous, un agent de cette entreprise-là, vous enfreignez la loi, vous risquerez de perdre votre entreprise et votre travail et votre entreprise pourrait être sanctionnée à cause de quelque chose que vous avez commis. Pourquoi? Parce que vous avez violé la loi. Si vous avez des doutes, consultez les services juridiques. Maintenant, si vous arrivez quelque part, par exemple, il y a quelqu'un qui veut, parce qu'on le retrouve surtout ici, quelqu'un qui est dérangé par un numéro, alors il veut localiser ces numéros-là. Oui, même s'il vous propose autant d'argent, parce que il y a des gens actuellement maintenant qui cherchent les cybersécurités pour qu'ils les localisent des numéros de la personne qui est les identifications. Alors, soyez prudent par rapport à ça. Même si vous avez la capacité, la compétence et que le monsieur vous propose de l'argent, soyez vraiment prudent. Pourquoi? Parce que là, c'est la violence. La violence, vous voulez divulguer les informations privées d'une personne, une inconnue que vous ne connaissez pas, à une autre inconnue. Alors, soyez vraiment prudent par rapport à ça. Alors, si vous avez des doutes et que vous avez besoin de gagner du marché, mais vous avez des doutes sur les comportements, la façon dont vous allez bénéficier de ces marchés-là, consultez les corps juridiques, consultez-les, posez-leur des questions. Je vais faire ceci. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais faire ceci. Qu'est-ce que je dois faire? Législation internationale et cybersécurité. Nous avons un PART et puis il y a partenariat international regroupant des gouvernements, des industries et des universités. Ils sont là pour améliorer les capacités mondiales en matière de gestion de cybermenaces. Ils ont conçu, il y a des lois nationales, il y a aussi des lois internationales qui sont établies en collaboration avec plusieurs gouvernements internationaux, plusieurs départements. Le but, c'est de quoi? Savoir tous les mêmes idées, le même langage. Les langages appliqués ici qui sera appliqué aussi de l'autre côté. C'est comme les trucs des droits de l'homme, des lois sur la nature, les droits sur la protection de tout ça, ce sont des lois internationales. Donc, c'est pareil aussi dans la cybersécurité. Alors, nous remarquons il y a l'association des 152 nations qui fonctionnent conjointement pour élaborer ces lois. Alors, en côté éthique et personnel, parce que là-bas, nous étions côté juridique. Maintenant, ici, nous sommes maintenant côté éthique. On dit un comportement légal peut être un comportement légal peut être contraire à l'éthique. Vous avez peut-être un comportement. D'après vous, c'est quelque chose qui est légal chez vous, mais en réalité, c'est contraire à l'éthique. Maintenant, côté professionnel, l'éthique est constituée de codes de comportement qui sont parfois renforcés par la loi. Donc, c'est une façon d'être. C'est partout. C'est pas seulement dans la cybersécurité. Si vous partez chez les médecins, ils ont leur façon de parler, ils ont leur façon d'agir, de réfléchir. Par exemple, les médecins te dira, non, 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 si par exemple tu reçois un patient et que le patient il est déjà dans ses dernières minutes, pour encourager la famille, il faut faire ça, il faut faire ça, faire semblant que... Donc, il y a leur façon, je ne sais pas si comment ils fonctionnent, mais on va remarquer qu'ils ont presque le même langage. Je vais dans tel domaine, ils réfléchissent pareil. Je vais dans un autre domaine, ils réfléchissent pareil. C'est pareil aussi avec les cybersécurités. Il y a des organismes qui ont publié des codes éthiques. Il y a des sites, on peut aller voir dans ces organismes-là comment doit être une cybersécurité dans un milieu professionnel. Il y a les cybersécurité instituts, il y a les SCI, c'est un institut qui a publié. Il y a les ISA qui a publié aussi. Il y a l'association de l'information des technologies professionnelles qui a aussi publié. Alors, il y a ici, on a expliqué un peu quelque chose. On dit, vous hésitez, est-ce que c'est légal? Si c'est légal, vous passez. Si c'est pas légal, vous mettez à côté. Donc, quelque chose qui n'est pas légal, vous le mettez à côté. Pourquoi? Parce que c'est contre l'éthique. Est-ce que cela respecte les codes et les politiques de l'entreprise ainsi que le principe éthique qui les reflète? Si c'est oui, vous hésitez, vous vous posez la question. Si c'est oui, on passe. Si c'est non, je m'arrête par là.
Ce que je vais faire, je viens d'un troisième. Je suis sûr que cela ne causera pas de pertes ni ne nuira à notre entreprise ou à ses actionnaires. Vous posez la question. En ce moment, on voit maintenant la connaissance de ses compétences, ce que je peux faire. Si ça ne causera pas, on passe. Si c'est non, vous vous stoppez, vous arrêtez. Arrivé à l'autre étape, serait-il acceptable que tout le monde le fasse? Tout le monde, donc cela veut dire qu'il y compris moi. Est-ce que je peux le faire ça? Si tout le monde ne peut pas le faire, seulement les personnes qui ont les autorisations, vous regardez, est-ce que j'ai l'autorisation? Oui, vous le faites. Mais si vous n'avez pas cette autorisation de faire, peut-être réparer ou tout ça, vous arrêtez. Arrivé à la dernière partie, serait-ce un problème si cela faisait la une des journaux? Si c'est non, stopper. Si c'est oui, votre décision semble respecter notre code. Donc, il y a beaucoup de questions qui se posent. Pourquoi? Parce qu'il y a des codes qui renforcent leur comportement éthique. Alors, soyez prudents. Soyez vraiment prudents lorsque vous appliquez. Après ces cours ici, dans le cours de cybersécurité essentielle, on va remarquer là-bas, parce qu'ici, c'est juste l'introduction. On nous introduit dans ces domaines-là pour voir comment réfléchissent ces gens, comment sont les menaces actuelles. Mais dans le cours essentiel, les cours avancés, il y aura même des pratiques que nous allons faire. À un certain moment, vous allez remarquer, il y aura même des documents qu'on doit signer pour éviter que lorsqu'on on vous apprend quelque chose et que vous partez à la cité, vous le faites en respectant pas ces codes, que ça retombe contre nous. Non, non, non. Nous allons nous décharger par rapport à ces contrats-là. Alors, ce qu'on vous conseille toujours, c'est être toujours prudent avant de faire quelque chose. Peu importe vos compétences, peu importe. Le médecin, ils peuvent soigner quelqu'un, les patients, mais ça ne veut pas dire parce qu'ils peuvent soigner les patients qu'ils doivent être en mesure de détruire la vie. Non, 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 c'est un comportement éthique. Ils sont là pour donner la vie et non pour récupérer. Alors, il y a aussi des moteurs de recherche d'emploi parce que le but, c'est de trouver ces emplois-là. Dans le domaine de cybersécurité, nous avons comme les IT Job Match, et Monster, les carrières de Cisco. Ici, il y a des Cisco. Ça permet de voir les offres d'emploi dans le domaine de cybersécurité, professionnel en cybersécurité. Différents types d'emplois dans le domaine de la cybersécurité. On peut trouver un niveau de test d'intrusion, hacker éthique. On vous retrouve dans ces niveaux-là. Un administrateur de la sécurité, un administrateur réseau ou bien un administrateur système. Ce sont les points très importants. Vous pouvez aller chercher, par exemple, si vous avez besoin d'un emploi, vous pouvez aller dans ces sites-là. Mais conseil, il faut avoir la maîtrise de l'anglais. Voilà, le chapitre 5, c'était juste ça, c'était parler d'un comportement de la cybersécurité. Donc, je crois nos cours sont finis par là. Alors, je laisse un temps pour les questions, comme ça, on va revenir pour donner le reste des programmes, parce qu'il y a un examen à faire. Et des TP que j'avais remis, il y a encore d'autres TP que je vais envoyer, quelques TP pratiques.